La Cora commence à égrener ses notes d'or. Le chroniqueur est là. Le chroniqueur Et est là. si la plus grande tragédie du XXIe siècle n'était pas l'absence totale de paix dans l'est du Congo, mais l'efficacité redoutable du désordre organisé. Bienvenue au cœur de la poudrière des Grands Lacs. C'est votre ami et frère, le chroniqueur libre. Et aujourd'hui, nous allons disséquer la guerre dans l'est du Congo, ses racines, ses marionnettistes et ses perspectives géopolitiques. Restez bien jusqu'à la fin pour le décryptage. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord poser les bases théoriques de notre analyse. Le grand politologue Achille Mbembe a forgé un concept redoutable pour définir ce type de zone, la nécropolitique. Dans son livre, il explique comment on peut instrumentaliser à travers la mort et le chaos pour organiser le pillage des ressources naturelles à grande échelle. Et ici, ce pillage a un nom, c'est le sous-sol de la République démocratique du Congo. Oui, le sous-sol de la République démocratique du Congo. Et pour rajouter, le grand économiste Samir Amin, à travers sa critique de l'essence inégale contre le centre industrialisé et la périphérie qui est toujours pillée. Et vous savez tous, chers amis, le Congo est un scandale géologique mondial. Le coltan pour nos téléphones, le cobalt et le lithium pour la transition énergétique globale, l'or pour les marchés internationaux. Et ici, le paradoxe est que, sauf que ce sous-sol est une malédiction structurelle. La richesse du Congo fait sa pauvreté et elle fait surtout la fortune de réseaux transnationaux, de multinationales sans scrupules et de voisins opportunistes. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour comprendre cette question, il faut remonter le fil de l'histoire. Le basculement en 1994, au lendemain du génocide rwandais, des centaines de milliers de réfugiés et d'ex-combattants des forces rwandaises affluent dans l'est du Zaïre, devenu après la République démocratique du Congo. C'est là la naissance des milices du FDLR. Ce groupe armé est devenu le prétexte permanent, le casus belli inépuisable brandi par Kigali pour justifier ses incursions militaires et son hégémonie stratégique en territoire congolais. Mais attention à la naïveté géopolitique. Réduire ce conflit à une simple haine ethnique ancestrale entre Hutus et Tutsis, c'est tomber dans le piège des stratèges de la guerre hybride. Derrière les bannières ethniques se cachent des intérêts économiques colossaux et une volonté de contrôle des corridors miniers vers le Rwanda et l'Ouganda. Et là, arrivons à la situation actuelle. Que se passe-t-il réellement sur le terrain diplomatique? Ces derniers mois, la diplomatie internationale s'est emballée avec les accords de Washington pour la paix et la prospérité, parrainés par les États-Unis et le Qatar, suivi des mécanismes de suivi et des revues opérationnelles à Genève. Sur le papier, on nous vend la paix, le désengagement et la réconciliation. Mais en tant qu'analyste des questions de paix et de sécurité, je vous le dis ici, ces accords pêchent par une faille structurelle majeure. Ils traitent les symptômes, mais pas la cause. Prenez le cas du M23 et de l'AFC. Ce ne sont pas de simples supplétifs interchangeables qu'on déplace sur un échiquier. Ce sont des acteurs autonomes, aux agendas politiques propres. Et là, Kinshasa, à travers sa politique, exige le désarmement total à travers ses plans de pacification, tandis que Kigali joue la montre. Et tant que le statut politique des populations et le contrôle des frontières ne seront pas réglés à la racine, aucun accord signé dans les salons dorés de Washington ne tiendra face à la réalité du terrain. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les perspectives pour les autorités de Kinshasa et la sous-région? Le risque majeur, c'est l'enlissement dans une paix de façade. Une sédimentation du conflit où les armées officielles signent des textes pendant que la contrebande des minerais critiques continue d'alimenter les milices sous d'autres formes. Le président Félix Tshisekedi fait face à un double défi titanesque. Moderniser et professionnaliser l'appareil sécuritaire congolais tout en neutralisant l'ingérence extérieure par la diplomatie et la fermeté. Et chers amis,
Je terminerai avec cette réflexion de l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop, qui nous rappelle que l'Afrique ne trouvera sa boussole qu'en repensant à sa sécurité collective et sa souveraineté de l'intérieur. Et vous savez tous que la solution ne viendra pas des parrains occidentaux ou des accords taillés sur mesure pour les multinationales. Elle viendra d'un État congolais fort, souverain et conscient de sa puissance géostratégique. Donc il est vraiment temps que l'Afrique cesse d'être le paillasson des ambitions géopolitiques étrangères et le théâtre des cupidités locales. L'émancipation de notre continent passera par la vérité, la rigueur scientifique et le courage politique de nos dirigeants. Si tu as aimé ce décryptage sans langue de bois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage cette vidéo, lâche un maximum de commentaires pour donner ton avis et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines analyses. Donc c'était le chroniqueur libre. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Le chroniqueur veille et c'est tout un peuple qui grandit. C'était le chroniqueur.